Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à carfax.ca. Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour à tous, émission du 20 septembre du Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro. Je suis en compagnie de Gabriel Gélina. Salut Gabriel. Salut LP. Une émission quand même assez chargée aujourd'hui. On a quelques actualités comme d'habitude. On va parler notamment du Volkswagen Taos. On va parler du Dodge Durango, de la Fiat 500e et également de Lotus, une marque qu'on parle pas souvent, mais qui est quand même dans les médias. Puis quand ça sort dans les médias, Lotus, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Puis en deuxième partie de l'émission, j'ai décidé d'inviter Bernard Durand. Bernard Durand, qui est le directeur des ventes chez Lotus Montréal. Puis lui va pouvoir nous parler non seulement de qu'est-ce qui se passe chez Lotus, et puis surtout aussi d'un peu la politique là, avec les tarifs douaniers sur les véhicules assemblés en Chine qui affectent des constructeurs comme Volvo, Polestar, mais également Lotus. En fin d'émission, on va parler de tes essais, Gabriel, notamment la Kia EV3. Oui, ça, c'est un véhicule qui va arriver ici en 2026, donc un véhicule électrique de petit VUS compact là, de Kia que je suis allé essayer du côté de Séoul en Corée, en avant-première, parce que ce véhicule-là, mais maintenant sur le marché... T'es un des premiers à mettre la main dessus. C'est ça. Il est déjà sur le marché en Corée. Il va l'être prochainement en Europe. Mais pour nous, au Canada, ça va attendre à 2026, malheureusement. Wow, OK. Ouais. Tu vas également nous parler de la Audi RS e-tron GT en deuxième partie de tes essais. Donc, sans plus tarder, moi, la semaine dernière, j'ai fait un tour vers la Floride pour aller dans une espèce de rencontre de concessionnaires Volkswagen où est-ce qu'on a été invité pour venir voir le nouveau Taos et d'autres produits Volkswagen dont je ne peux pas vous parler parce que je me ferais taper sur les doigts, mais on va en parler dans les prochaines émissions quand on a vu qu'est-ce qui se passait là, chez Volkswagen, puis qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines, mois et années. Mais également, le Volkswagen Taos pour 2025 a reçu un petit remodelage, je pense, de mi-mandat. Puis normalement, les remodelages, souvent, on va avoir des retouches esthétiques majoritairement, mais on en a profité du côté de chez Volkswagen pour arranger quelques petits bobos qu'on se plaignait là, chez le Taos. Oui, bien effectivement, parce que, bon, on peut parler justement du modèle à rouage intégral, puis de la fameuse boîte DSG, donc double embrayage à 7 rapports, là, qui était un irritant pour plusieurs consommateurs. Et là, maintenant, ils vont mettre une boîte automatique à 8 rapports dans ce véhicule-là, exactement comme sur le modèle à traction avant, d'ailleurs. Exact, ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, corriger un des problèmes majeurs là, de ce modèle à rouage intégral. Puis bon, évidemment, le reste, c'est clair que il y a toujours des retouches de carrosserie à l'avant, à l'arrière, les blocs optiques, les feux, comme on peut le voir, là, des feux qui sont inspirés un peu du Atlas pour ce qui est du look. Puis, mais quand même aussi sur le plan mécanique, il fait des modifications au turbocompresseur, à l'injection aussi. Donc, c'est quand même, pour le 4 cylindres, toujours 1,5 litre turbo. Oui, on avait une puissance de 158 chevaux. Ça a gagné quelques chevaux pour 2025, 174. Le couple demeure le même pour le Taos. Mais comme tu as dit, des injecteurs, un nouveau carter du turbocompresseur. On a eu également des nouveaux segments de piston. J'ai demandé la question, pourquoi on avait changé les segments de piston sur le véhicule? Est-ce qu'il y avait eu un problème ou est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des problèmes sur les moteurs? On m'a pas répondu à cette question-là, malheureusement, mais aller changer des pièces internes comme ça dans dans un rafraîchissement mi-mandat, ça veut dire que peut-être qu'on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose avec les motorisations courantes. Mais comme tu dis, bonne nouvelle pour la transmission, parce qu'on la trouvait hésitante, cette transmission-là. Transmission à double embrayage qui n'était pas vraiment bien adaptée, là, je pense, pour le Taos. Alors, la 8 rapports va faire
un meilleur travail, puis on s'attend à ce que la consommation demeure la même là, du côté du Taos, qui est quand même un véhicule, somme toute, populaire. Au Canada et au Mexique, c'est le plus gros vendeur des VUS chez Volkswagen. Fait que au sein de la marque Volkswagen, c'est pas mal de Taos qui est en chef de file là, pour le Canada et le Mexique. Un véhicule qui était visé à remplacer là, la Golf. Donc, quand on parle de quelqu'un qui aimait les Golf, et on dit le remplacement, c'est un Taos, c'est pas tout à fait la même affaire. Non, pas du tout. Pareil, mais on essaye fort chez Volkswagen de regagner la clientèle qui aimait beaucoup les Golf pour les amener dans des Taos. Bonne chance avec ça, mais c'est bon avoir de remplacer des pièces mécaniques comme ça pour au moins arranger les petits irritants. Et peut-être aussi un autre changement majeur, c'est le fait qu'il y a maintenant l'écran de 8 pouces qui est de série sur tous les modèles, ce qui n'était pas le cas auparavant, là, parce que dans les modèles de base, tu avais un plus petit écran. C'était 6,5 pouces dans le modèle de base. Là, maintenant, c'est l'écran flottant qu'on a mis, là, qui se propage un peu chez Volkswagen, puis qui a été dans certains modèles, on a trouvé que c'était irritant un peu les commandes de la ventilation. Maintenant, les commandes de la ventilation sont dans la partie inférieure de la planche de bord là, du côté du Taos. Donc, quand même un changement intéressant pour ce véhicule-là chez Volkswagen. Là, je veux parler de Stellantis. On va parler un petit peu plus de Stellantis encore. Je pense qu'on en parle à chaque émission. Mais le Durango, un camion qui est fort populaire chez Dodge, puis Dodge n'a pas grand-chose à offrir en ce moment. On est comme un petit peu en attente de toutes sortes de produits. Puis je peux pas dire que le Hornet, c'est un véhicule qui est très populaire en ce moment. Le Durango est chef de son segment. Un véhicule qui est très populaire, mais là, on pense non officiellement chez Dodge, parce que la nouvelle nous vient de chez Automotive News, qui va être remplacé par un utilitaire qui s'appelle le Stealth. Oui, le Stealth, c'est un, ça un rappelle, nom, exactement, un nom qui remonte à loin, parce qu'on se souviendra que dans le temps, il y avait la Dodge Stealth RT, une sportive avec un rouage intégral qui était en fait la version Dodge de la Mitsubishi 3000 GT. 3000 GT dans les années 90. À peu près. Début des années 90 à peu près, dans ce coin-là. Donc, le fait qu'on choisisse ce nom-là pour maintenant l'accoler à un VUS plutôt qu'une sportive, ça, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, comme tu dis. Oui, effectivement. Alors, clairement, ça n'a rien à voir avec le modèle des années 90. Là. Si on parle d'un VUS de la taille du Durango, on n'est pas du tout dans le même registre. 5 places et non 7 places, selon les informations qui ont été communiquées. Encore là, ça n'a pas été confirmé par la marque, mais on veut essentiellement mettre à profit la plateforme STLA Large qui est chez Stellantis, qui peut accueillir des motorisations électriques, mais également à essence. Donc, c'est sûr que dans cette direction-là, chez Stellantis, il faut commencer à monétariser, commencer à faire du profit avec les gros coûts de développement qu'on a mis dans ces grosses plateformes-là. Puis je pense que le Durango, autant qu'il était populaire, un véhicule qui est vieillissant. Donc, peut-être que si on est capable d'offrir 2 options, essence et électrique avec l'utilitaire, peut-être ça va le garder là, à l'avant de son segment. Et il y a aussi beaucoup de pression de la part des concessionnaires américains qui ont les concessions Dodge, là, à savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on fait. Ils commencent à être un peu impatients. Oui, ça va pas très bien. Envers le président et CEO, chef de la direction, Carlos Tavares. Parce que, bon, évidemment, Dodge, c'est pas la seule marque qui a des difficultés en ce moment. On peut parler de la Fiat 500e aussi. Mais aussi, même en Europe, Maserati, des choses, Alfa Romeo, il y a des marques qui survivent à peine. Là. Alors, on a l'impression qu'il va s'opérer une grosse rationalisation là, du côté de Stellantis. C'est qu'est-ce que M. Tavares avait promis, c'est que si ces marques-là ne performent pas, le couperet va passer. Puis je pense qu'on s'en vient vers le moment fatidique. Ce qui nous amène à la 500e. La petite 500e, un véhicule que moi, j'ai personnellement très, très bien aimé, abordable pour un véhicule électrique, évidemment, surtout avec les subventions qui sont là pour nous. Mais c'était un bon changement de ramener
la 500E, plus performante, avec un petit peu plus d'autonomie. On parle, je pense que c'est 227 km d'autonomie, puis nous autres, quand on l'a essayé, on s'est dit que ça peut probablement aller quelques dizaines de kilomètres de plus. Un simple moteur sur l'essieu à l'avant. Puis, un véhicule qui était somme toute économique pour un véhicule électrique. Mais là, on se rend compte en Europe que la performance des ventes n'est pas là. Oui, le problème, c'est ça. C'est qu'à l'heure actuelle, là, si on regarde les ventes des véhicules électriques, bon, au Québec, ça va assez bien. Ça va toujours bien. En Norvège, encore. Oui, on va en parler de ça aussi. Plus de véhicules électriques que de moteurs à essence. Mais toujours est-il que ce que l'on voit, là, c'est qu'effectivement, il y a, surtout en Europe, avec la fin des mesures incitatives dans plusieurs pays, comme en Allemagne, par exemple, on voit que ça a plombé les ventes de véhicules électriques, mais toutes marques confondues. Ouais. On parle même de Volkswagen, les ventes de Volkswagen, même les ventes de Porsche Taycan en Allemagne sont plus ce qu'elles étaient. Donc, clairement, le fait qu'on retire des mesures incitatives en Europe, ça joue contre l'adoption des véhicules électriques, toutes marques confondues. Puis une des marques qui va souffrir, c'est évidemment Fiat avec la 500E, qui déjà au départ, c'est une voiture à vocation urbaine, qu'on appelle même une citadine là, chez nous. Donc, et ça, bon, c'est clair qu'il y a un marché pour ça, mais encore faut-il que le prix soit bon. Et c'est ça qui pose problème aussi, surtout si tu retires les mesures incitatives pour ce genre de véhicule-là. Chez Fiat, on parle de peut-être amener une version hybride, de peut-être faire des changements, amener une plus grosse batterie à la 500E. Puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça l'enlève un peu le but, la vocation de ce véhicule-là, parce que plus grosse batterie veut dire plus dispendieux. Si on met une motorisation hybride, je veux dire, Fiat, déjà, c'était difficile avec la fiabilité. Le nom était associé souvent à quelque chose qui n'était pas très, très fiable. Là, on est arrivé avec la motorisation électrique dans la Fiat 501. On ramène ce modèle-là. Il y avait un peu d'espoir de dire, peut-être que Fiat va gagner un peu plus de confiance des consommateurs, justement, avec un véhicule électrique qui peut être fiable parce que les moteurs à essence, il était moins. Mais là, maintenant, si on parle de mettre une motorisation hybride, grossir la batterie, etc., on s'en va dans toutes sortes de directions. Le véhicule, à l'intérieur, quand tu embarques dedans, c'est pas un... Tu sais, c'est fait de plastique un peu. C'est, comme tu dis, c'est une citadine à vocation économique. Donc, si on commence à monter le prix de ce véhicule-là, puis que les subventions descendent pour les véhicules électriques, là, on s'arrange pour l'échapper un peu. Oui, et c'est ça qui est dommage, parce que quand on regarde... Moi, j'ai toujours trouvé cette voiture-là super cute. Là, et puis, c'est surtout au niveau du design, c'était un vent de fraîcheur, puis c'était aussi un bel hommage à la Fiat 500 originale. Un peu comme la Beetle, la New Beetle l'était pour l'ancienne et tout. Mais c'est un peu dommage de voir que cette voiture-là souffre un peu du climat actuel. Là. Et on a l'impression qu'elle est arrivée juste un petit peu trop tard sur le marché, finalement. Too little, too late, comme ils disent en anglais. Ouais. Tu me parlais tantôt de la Norvège. Ouais. En Norvège, pour une première fois, les véhicules électriques dépassent les véhicules à essence. Mais là, on parle de véhicules... En termes de vente, oui. En termes de vente, oui. Les immatriculations, je pense, en 2020, en août, c'était 94% d'immatriculation de véhicules électriques. Mais là, attention, on parle de véhicules à essence et pas les véhicules diesel. Oui, c'est ça. Et puis, mais tu sais, moi, je suis allé en Norvège 2 fois. Là, puis quand tu vas à Oslo, puis tu vois les voitures qui sont stationnées sur le côté de la rue, là, ici, il y a des parcomètres à Montréal, ou en tout cas des petits poteaux qui t'indiquent le numéro de la place qu'il faut que tu payes. Là-bas, c'est une borne de recharge. Ouais. Il y en a partout. Il y en a partout sur les rues. Ouais. Et ce qui est fascinant aussi de voir, c'est qu'en Europe, bon, évidemment, ils ont un climat nordique qui est comme le nôtre, mais ce qu'ils font avec les bornes de recharge là-bas, c'est que le câble de recharge, tu le gardes dans ton auto. Puis la borne, c'est juste une boîte. Là, là tu connectes une moitié de ton câble à la borne, l'autre moitié à ta voiture. Ça fait en sorte qu'en hiver, quand ils déneigent les rues, ils n'endommagent pas les câbles des bornes. Ils ont pensé même à ça. mais c'est absolument fascinant de voir jusqu'à quel point sur les rues, tu as des bornes, mais partout. Et tu as des véhicules branchés, mais partout. C'est vraiment bizarre parce que des fois, tu en viens à remarquer les véhicules qui roulent à essence.
parce que c'est eux autres qui font du bruit. Puis qui ne fitent pas dans le décor. Là, c'est vraiment le monde à l'envers par rapport à chez nous. C'est intéressant parce que tu réponds à la question que j'allais te poser. Je me disais, qu'est-ce qui fait qu'en Norvège, c'est aussi facile? Il y a d'autres... Ça, c'est une partie de la réponse. Il y a également des incitatifs extraordinaires pour les véhicules électriques depuis très, très, très longtemps. Là. Écoute, la Norvège, c'est un très grand pays producteur de pétrole. Et ce qu'ils ont décidé de faire, avec le fric qu'ils font avec le pétrole, c'est de financer cette transition pour la mobilité électrique avec des mesures incitatives pour les gens qui achètent des véhicules électriques. Donc, les bornes de recharge un peu partout. Surtout aussi, ils taxent très fortement les véhicules à essence au point où financièrement, pour un consommateur là-bas, ça ne fait aucun sens financièrement d'acheter un véhicule à essence parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'un véhicule électrique. Fait que c'est vraiment le monde à l'envers par rapport à chez nous. Mais tout ça, c'est financé par les exportations de pétrole. Ce qui est un peu paradoxal. Là. On envoie nos énergies fossiles ailleurs pour qu'elles soient brûlées dans d'autres atmosphères. Exactement. Puis en même temps, on permet à la population locale d'adopter la mobilité électrique de cette façon. Il y a un paquet de mesures. Il y a aussi les traversiers qui sont gratuits, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup partout en Suède là, qui se promènent aussi le long du littoral, puis ça. Alors, il y a tout a été pensé de façon à faciliter l'adoption des véhicules électriques en Norvège, et ça marche. Oui, et ça fonctionne parce que c'est encore le leader. Mais ça leur coûte une fortune. Oui, c'est ça. Et heureusement qu'ils ont le pétrole pour financer ça, parce que si c'était pas ça... c'est ça qui est le plus ironique dans l'histoire. On parle de Lotus. On va recevoir Bernard Durand, qui est de Lotus Montréal, plus tard dans l'émission. Mais Lotus nous a impressionnés avec un autre concept électrique dernièrement dans les médias. Comme on dit, il n'y a pas beaucoup qui sort dans les médias, justement, de Lotus. Et c'est pas une grosse gamme de véhicules, c'est pas des gros volumes non plus. Mais quand il y a quelque chose qui sort, c'est fort intéressant. Puis là, on a vu un nouveau concept. Oui, un nouveau concept de Lotus, une voiture à motorisation électrique mais surtout une sportive qui a un look assez flyé quand on regarde ça, et qui... Avec une position de conduite aussi assez flyée. Oui, effectivement, parce qu'ils ont repris le concept de la McLaren F1 des années 90, c'est-à-dire que tu as un habitacle à 3 places là-dedans. Le conducteur est assis en plein centre, puis les 2 passagers sont en arrière et de part et d'autre du conducteur. Exactement comme sur la McLaren F1 des années 90, exactement aussi comme sur la nouvelle Gordon Murray Automotive, la T50. D'ailleurs, les 2 voitures ont été dessinées par Gordon Murray. Mais ce qui est fascinant de cette voiture-là de chez Lotus, bon, évidemment, c'est un modèle qui ne viendra jamais en production, mais qui donne une indication du design de Lotus. Et quand on regarde cette voiture-là, on se dit « Wow, c'est vraiment assez spectaculaire comme look. » Et là, on parle évidemment de 2 moteurs électriques, puissance totale de 987 chevaux, une batterie de 70 kWh, mais quand même un poids cible qui serait en dessous de 1600 kg. C'est assez exceptionnel. Mais c'est exceptionnel parce qu'on parle, tu sais, la fameuse citation de Colin Chapman qui dit, le fondateur, l'ingénieur qui a fondé la marque Lotus, qui dit « On simplifie et on ajoute de la légèreté. » Ça, c'est simplify and add lightness. Puis, les batteries de véhicules électriques, les composants de véhicules électriques, c'est pas connu pour être léger. Donc, c'est tout un challenge là, chez Lotus pour être capable d'atteindre ce poids cible-là. C'est ça. Et théoriquement, là, parce qu'on parle de théorie, là, parce qu'évidemment, c'est un véhicule de concept. Ce ne sera jamais un véhicule de production, mais 987 chevaux, 1600 kilos. Tu peux voir que ça va faire le 0-100 en 2,5 secondes, vitesse de pointe 320 km/h. Clairement, là, ce serait une machine de performance s'ils décidaient de la conduire un jour, de la construire un jour, mais évidemment, ce ne sera pas le cas. Donc, encore une fois, c'est un véhicule qui donne juste une indication de ce à quoi ils veulent, vers quoi ils veulent se diriger, vers quoi ils veulent tendre pour l'avenir, pour le développement de la marque. Mais côté exercice de style, c'est très réussi. Et puis évidemment, la pièce maîtresse, moi je pense que c'est la fameuse ouverture des portes là, qui s'ouvre vers le haut et vers l'arrière. C'est assez spectaculaire comme bagnole. Oui, comme tu le dis si bien, un exercice pour essayer de prouver qu'est-ce que Lotus peut faire dans sa transition entièrement
entièrement électrique qui a été annoncé il y a quand même assez longtemps. Le Theory One, qui est le nom du concept. Il fallait avoir ça sur le site et avoir toute l'information. Puis, on va recevoir Bernard Durand là, tout de suite là, en entrevue pour parler un petit peu plus longuement là, de qu'est-ce qui se passe chez Lotus. Le guide de l'auto. Gabriel, dans une mare de véhicules utilitaires et multisegments qui se ressemblent tous sur nos routes, il y a encore des constructeurs qui prennent à cœur le plaisir de conduite, des petits constructeurs comme Lotus. Et puis, on en a parlé tantôt. Lotus, quand ça vient dans les médias, il nous présente toujours quelque chose de flyé, quelque chose de vraiment, vraiment là, un peu hors de ce monde. Et puis, je voulais m'étendre sur le sujet aujourd'hui de ce constructeur-là qui est assez spécial. Puis, pour en parler, j'ai invité à l'émission Bernard Durand, qui est le directeur des ventes pour Lotus Montréal. Salut, Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'aimerais ça commencer par... parce que c'est pas tout le monde qui connaît Lotus. C'est quand même une marque qui est un peu sous le radar, mais qui est dans le cœur des passionnés d'automobile. Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment chez Lotus? C'est quoi les gens qui rentrent dans la salle de montre? Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est quoi les questions? C'est quoi les véhicules qui sont populaires en ce moment chez Lotus? Cette année, on a reçu les premières Emira, qui étaient attendues depuis près de 3 ans. Ouais. Parce qu'il y a eu certains délais à cause des homologations, tout ça. On en a livré depuis le mois d'avril une 50aine. OK. Fait que ça va très bien à ce niveau-là. Il y avait un modèle qu'on appelait le First Edition, là, qui était une version tout équipée, qu'on a encore quelques exemplaires de disponibles là, pour ceux qui voudraient finir la saison en beauté. Sinon, ils viennent de libérer là, la configuration de la version de base qui a un prix de départ de 134 900. Fait que ça demeure une voiture exotique avec des performances très acceptables, là, avec 400 chevaux, un 0-100 dans les 4 secondes, puis un moteur Toyota ou un 4 cylindres AMG avec une transmission séquentielle de 8 vitesses là, qui a aussi 400 chevaux. Fait qu'il y a moyen de s'amuser à moins cher que jouer dans les plates-bandes de Ferrari, Lamborghini. Puis l'Emira est souvent confondu par ce genre de véhicule-là. Là. Ben oui, on a une voiture qui a un look extraordinaire, un look de sportive unique. Puis c'est un véhicule, je pense, qui se différencie là, justement parce que si on regarde des côtés des voitures exotiques, du côté des voitures exotiques, c'est assez singulier à voir ce véhicule-là. Puis là, tu parlais du 4 cylindres AMG qui est probablement le 4 cylindres le plus performant là, qui peut être sur un capot d'une voiture. Donc quand même un ensemble qui est intéressant. Lotus a passé à travers toutes sortes de phases dans les dernières années. On a fait des annonces, des grosses annonces du côté du constructeur d'électrification. Là, on est comme un peu entre les deux. Vous avez encore des véhicules à essence que vous offrez justement, qu'on vient de parler de la Emira, mais également d'autres véhicules. Mais tranquillement, pas vite, on s'en va vers l'électrification. Là. Exactement. On a par contre eu une douche froide il y a 3 semaines quand le gouvernement a annoncé des tarifs douaniers de 100% sur les véhicules qui sont fabriqués en Chine. Ouais. Parce que Lotus a été acheté par le groupe Geely, qui sont aussi propriétaires de Volvo, Polestar, puis Polestar et compagnie. Fait que c'est sûr que on devait commencer à avoir la Electra cet automne. Maintenant, la production a été mise de côté parce que là, on parle d'un véhicule avec certaines options qui étaient aux environs de 150 000 $ pour la version avec 650 chevaux. Maintenant, à 300 000 $, c'est sûr que ça ne fonctionne plus. Ouais. Fait que là, Lotus va attendre, parce que c'est les mêmes tarifs aux États-Unis, on s'est juste copié sur ce que les autres faisaient. Là.
Fait que ça, c'est une histoire à suivre. Il va y avoir du lobbying qui va se faire parce que, en fait, c'est des mesures qui ont été prises pour des véhicules à très bas prix qui étaient sur le point là, d'entrer sur le marché nord-américain. Et c'est ce que les gouvernements veulent contrer. Par contre, nous autres, avec la gamme de produits qu'on avait, c'est pas un véhicule à volume. Là, on fera pas mal à personne avec des véhicules à 150 et plus. Là, on a une version avec 900 chevaux aussi, là, qui est un peu plus cher. Là. On parle à peu près de 180 000 qui venait aussi la électrée R. Maintenant, Lotus va produire une version de la R, une édition carbone qui va se détailler là, 313 000. Maintenant, c'est plus pour démontrer aux différents paliers du gouvernement qui sont en charge des tarifs, là, montrer qu'à ce prix-là, là, on ne va pas en vendre beaucoup. Là. Ouais. Mais le problème que vous avez, Lotus, c'est que vous êtes en quelque sorte prisonnier du fait que votre production est maintenant entièrement chinoise, ce qui n'était évidemment pas le cas avant quand la marque était une vraie marque anglaise où la production était en Angleterre. Mais là, effectivement, pour ce qui est de... Et je pense que tu fais bien de le mentionner, là, vous n'êtes pas un volume de production qui est élevé et qui va pénaliser des marques établies ici. Vous êtes vraiment... Lotus, c'est une marque qui a une riche histoire. Puis vous êtes spécialisé dans les voitures de sport, les voitures de performance, ces choses-là. Alors, ça va être quoi votre démarche, justement, pour faire comprendre ça au gouvernement, là, aux divers paliers de gouvernement? C'est tout un challenge, c'est tout un défi qui vous attend, là. Ben, c'est sûr que les mesures ont été prises pour contrer des véhicules chinois qui étaient sur le point d'arriver en Amérique du Nord à 20 000 ou quelque chose comme ça. Là. Et les autres constructeurs, que ce soit américains ou coréens ou japonais, se sont pas vraiment occupés de ce marché-là. Ils ont concentré sur des véhicules à 50, 70 000 parce que c'était plus payant. Maintenant, nous autres, par la bande, ben, on va souffrir de ça parce que 100% sur un véhicule à 20 000, ça fait 40 000. T'es peut-être encore compétitif par rapport à ce qu'il y a sur le marché, mais moi, mes véhicules, ce qu'on avait vendu avec des dépôts, c'était des véhicules à 150 000. Je suis content que tu en parles parce qu'on a eu l'occasion d'en parler avec d'autres constructeurs, dont Polestar, justement, dernièrement, et à avoir un peu le pouls des dirigeants de ces constructeurs-là, puis qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est vraiment intéressant de dire que, justement, c'est une manœuvre du gouvernement qui englobe pas mal de constructeurs, des constructeurs comme vous qui ne devraient pas nécessairement être là parce que justement, votre compétition ferait pas compétition des véhicules qui sont nécessairement assemblés ici ou qui enlèveraient des emplois ou qui enlèveraient des industries là, au Canada avec des petits volumes ou des véhicules qui sont à un prix plus élevé puis qui vont chercher un acheteur qui est très, très, très spécialisé. Là. Exact. C'est définitivement des mesures qui arrêtent tout. Hein? On a dû appeler nos clients qui avaient mis des dépôts puis qui en avaient configuré puis qui s'attendaient d'en avoir, de prendre livraison cet automne. Et puis, on leur a expliqué que dans le moment, là, on est obligé d'attendre, de voir Lotus veut l'attendre, de voir le résultat des élections au mois de novembre aux États-Unis, parce qu'ils veulent frapper sur le bon clou, dépendant qui va être au pouvoir et c'est quoi ses directives, puis leur ordre d'idée à ce niveau-là, pour justement là,
démontrer qu'on n'est pas dans le volume et qu'il devrait avoir des exemptions. Des exemptions, oui. Pour certains produits, là, tu sais, ou peut-être au lieu d'avoir 100%, avoir 20% ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais parce que l'Emira, elle est faite toujours en Angleterre, puis elle est avec un moteur à combustion, fait que ça elle n'est pas assujettie à ces normes-là. Maintenant, la remplaçante de l'Emira va être électrique. Éventuellement, toute la gamme Lotus va être électrifiée. Mais justement, quand on parle de la gamme Lotus, puis de l'histoire de cette marque-là, et aussi du fait que maintenant, ça appartient à un groupe chinois, le groupe Geely. Tu sais, quand on regarde ce que Geely a fait avec Volvo, ce que Geely a fait aussi avec Polestar, ils ont gardé l'identité de ces marques-là. Tu sais, les Volvo sont restés... le siège social est toujours en Suède, à Göteborg. Le design, l'équipe de design, tout ça. Est-ce que du côté de Lotus, est-ce que Geely adopte la même approche? C'est sûr que, quand on parle de motorisation électrique, on parle de plateformes partagées, puis de choses comme ça, mais est-ce qu'ils laissent les gens de Lotus faire des Lotus plutôt que d'essayer de s'impliquer dans le design puis la conception des modèles, même s'ils sont produits en Chine, mais est-ce qu'il reste d'authentiques Lotus? Oui, absolument. C'est très important là, de garder l'identité de Lotus comme étant un véhicule performant. C'est sûr que Lotus a toujours eu la philosophie de fabriquer des voitures qui sont très légères, parce que le poids a toujours été l'ennemi numéro un là, de la performance, tenue de route, freinage, etc. Maintenant, le DNA est respecté là, autant que possible, là, parce que c'est sûr que si on regarde l'Emira, on a toute la technologie de la connectivité, le Apple CarPlay, les écrans tactiles et compagnie, mais au volant, on les oublie toutes ces choses-là parce que la communication, la sensation, le feeling de la route qu'on a avec le volant, combiné avec les suspensions qui sont quand même très douces versus la performance qui sort de là, c'est exceptionnel. Ça a toujours été la marque de fameuse de Lotus. On se souviendra que Colin Chapman, le fondateur de la marque, il disait tout le temps « light is right ». La légèreté, on simplifie et on ajoute de la légèreté. Je pense que c'est ça. Add lightness. Mais Bernard, la légèreté et les batteries de véhicules électriques, c'est souvent pas synonyme. Je peux croire que Lotus est passé dans l'art de concevoir des châssis et des technologies de suspension qui sont aptes puis à ce défi-là. J'imagine il doit y avoir beaucoup de choses qui se passent chez Lotus pour essayer de contrebalancer ou de contrer un peu l'effet de ce poids-là ajouté par une grosse batterie très performante. Non, c'est exceptionnellement, moi j'ai essayé à plusieurs reprises le électré R avec le 905 chevaux. Ouais. Et puis je peux dire que c'est un véhicule qui le poids n'est pas présent là. C'est un véhicule qui est hyper agile, les suspensions sont à l'image de ce que j'ai toujours conduit là, chez Lotus. Ouais. On avait une rencontre de concessionnaires au Texas la semaine dernière, puis il y avait un circuit d'autocross où on pouvait conduire l'électrique, puis c'est magique là, la performance qui sort de ce SUV-là à 905 chevaux, là, mais on le sent pas là, pour avoir conduit un véhicule comme des Urus chez Lamborghini. On n'a rien à envier à ce véhicule-là présentement quand on compare les deux. Puis
il est juste plus rapide sur le 0-100 avec 905 chevaux. Justement, tu parlais de Lamborghini, puis je sais évidemment que tu as été un pilier de Lamborghini Montréal pendant des années, que tu as vendu ces voitures-là pendant très longtemps aussi. Maintenant, avec Lotus, c'est un nouveau mandat. Mais à quel point est-ce que la clientèle est différente ou semblable entre ces deux marques-là? Parce qu'il me semble que un acheteur de Lotus puis un acheteur de Lamborghini, oui, c'est quelqu'un qui est axé sur la performance, mais c'est peut-être un autre type d'individu aussi. Oui, c'est certain que les deux marchés, puis surtout que Lamborghini, ça fait déjà depuis 2019 qu'on a le Urus, et puis on est allé chercher une certaine nouvelle clientèle, mais je dirais que la clientèle, elle est un petit peu plus moins jeune, mais là encore, le volume là, est très jeune. Là. Ceux qui n'avaient pas soit la place pour avoir un Lamborghini dans le garage, plus une voiture de tous les jours, bien, le Urus a permis d'avoir les deux ensemble. C'est ce qu'on va retrouver chez Lotus maintenant. Lotus, on n'a pas eu de véhicule de démonstration encore. On a plusieurs personnes qui attendent qu'on les appelle pour leur dire, ben là, on a reçu notre premier démonstrateur, venez en faire l'essai, parce que c'est un véhicule qui, au niveau design, au niveau finition, au niveau performance, ils vont être faciles à vendre, mais ça demeure un Lotus. On peut pas, faut le montrer, faut le sentir, faut le conduire pour être en mesure de fidéliser une transaction là, sur un véhicule comme ça, parce que moi j'ai vendu de l'émotion toute ma vie, ou presque. Il manque cette émotion-là, d'en avoir un sur place. Là, puis là, ça regardé au début de l'année. Là, parce qu'on va avoir l'édition carbone, là, où on va pouvoir au moins travailler la clientèle là, qui en voulait une à 150 ou à 180 000 ou à 200 000, ce que ça va faire à 300 000 puis à 400 000 avec les taxes. Je pense pas qu'on en vende. Ça ne sera pas possible. Bien, on souhaite que, justement, ça soit le plus réglé puis qu'il y ait des exemptions qui soient accordées pour être capable de garder des véhicules de ce calibre-là sur nos routes sans qu'ils soient trop taxés. On parle de défis. Justement, on parlait, les tarifs, ça va être un défi. Il y a également le défi de l'électrification que Lotus est en plein dedans. Puis, je pense qu'un autre défi, c'est ça, justement, comme tu as expliqué si bien, de convaincre la clientèle de s'en aller vers Lotus parce que ça va être des nouveaux véhicules électriques, etc. Donc, si je peux me permettre de dire que c'est quand même un gros défi de mettre des gens dans ces nouveaux véhicules électriques-là puis de les convaincre là, de faire le saut vers la marque. Absolument, absolument. Mais je pense que si les tarifs peuvent être enlevés et puis qu'on reçoit nos véhicules de démonstration, c'est un véhicule qui va être très populaire et que les gens vont vouloir avoir, du moins dans cette gamme de prix-là. Là. Ouais. Parce que c'est un look unique, des performances qui sont uniques. Puis je pense que le groupe Geely avait une vision quand ils ont acheté Lotus. Ils ont acheté quand même un nom qui est reconnu là, dans la performance. Au moment où ces décisions-là se sont prises, les véhicules électriques, le marché était en pleine expansion. Là, il y a c'est un petit peu stagnant, là, surtout dans le haut de gamme. Là, si on regarde ce qui se passe chez Porsche, la Taycan, ça ne fonctionne pas comme ça aurait dû continuer à fonctionner. Là. Maintenant, c'est sûr que c'est pas en ajoutant des tarifs de 100% de douane.
et que ça va s'améliorer. Oui. Bon, ben, écoute, Bernard, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est vraiment intéressant d'entendre parler de la marque Lotus parce que justement, on en parle pas souvent, mais je pense que quand on en parle, c'est toujours quelque chose d'intéressant qu'on entend. Puis, ben, tu nous tiendras au courant quand les véhicules vont arriver chez vous. On va venir voir ça puis faire un reportage là-dessus parce que c'est des véhicules qu'on voit pas souvent. C'est assez singulier. Donc, je suis pas mal sûr que nos lecteurs et auditeurs vont vouloir en entendre parler. Oui, absolument. Puis ils vont être enchantés de l'entendre parler aussi parce que ça a toujours été des voitures exceptionnelles. Là. Et puis, ça va prendre un petit peu plus de volume là, éventuellement, là, pour en mettre sur la route. Pour faire bouger les choses. Aux autres d'en acheter. Merci beaucoup, Bernard Durand, directeur des ventes chez Lotus Montréal. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Gabriel, tu as fait pas mal d'avions dans les dernières semaines. Notamment, tu t'es rendu en Corée, à Séoul, pour aller essayer un véhicule qu'on attend depuis quand même un petit peu de temps, puis qu'on va attendre encore un petit peu de temps, parce que quand que tu m'as dit quand est-ce que ça va arriver au Canada, il va falloir se tourner les pouces un petit peu. Par contre, un véhicule attendu, le Kia EV3, ce petit utilitaire électrique là, du côté de la marque coréenne, qui suit un peu les lignes de design du EV9 là, qu'on aime bien, mais beaucoup plus petit. Là. Tout à fait. Et puis, comme je le mentionnais en début d'émission, c'est un véhicule qui roule déjà, qui est déjà sur le marché en Corée, à Séoul. On en voit sur la route là, des clients qui ont fait l'acquisition de ce véhicule-là. Prochainement, il va entrer sur le marché en Europe. Et pour nous, malheureusement, il va falloir attendre probablement 2026 avant de le voir débarquer. Alors, écoutez, c'est pas compliqué. Ça, c'est une version plus compacte. Du EV9. Là, on le voit à l'écran pour ceux qui nous regardent à la télévision. Il y a le design Stormtrooper du EV9, exactement. La même affaire, un peu de... Donc, c'est véritablement... chérie, j'ai réduit le EV9. Là. C'est vraiment bien ça. Dit, ouais. Et donc, c'est un véhicule qui est construit sur la plateforme EGMP, donc Electric Global Modular Platform. Qui est partagé avec Hyundai. Oui, exactement, et qui sous-tend aussi le V6 et le V9. Donc, dimension un peu plus compacte, cependant, un gabarit qui est semblable à celui du Kia Niro EV, donc le véhicule électrique qui est déjà sur le marché chez Kia, qui d'ailleurs va continuer à poursuivre sa route, même lorsque le V3 va entrer en production. Oui, parce que c'est une autre plateforme. Exactement. Donc, la différence clé, par contre, entre le EV3 et le EV6 et le EV9, c'est le fait que cette plateforme-là n'est pas un système électrique de 800 volts. Okay. C'est un système électrique de 400 volts seulement. Okay. Donc ça a une incidence directe sur la vitesse de recharge, par exemple, de la batterie. Donc, c'est un véhicule qui ne se rechargera pas aussi rapidement qu'un EV9 ou qu'un EV6 sur une borne rapide. D'ailleurs, la capacité de recharge, la recharge maximum, c'est la puissance. C'est pas aussi élevé là, que sur un EV9. Mais toujours est-il que ce qui est intéressant de ce véhicule-là, c'est que, pour l'instant, il est disponible juste en traction, donc un véhicule avec un moteur unique à l'avant. Donc, on parle d'une puissance de 201 chevaux, 209 livres-pieds de couple. C'est amplement suffisant là, pour ce véhicule-là. On sait, par exemple, que les ingénieurs de Kia travaillent en ce moment à l'élaboration, la mise au point d'une version à rouage intégral, donc à 2 moteurs. Moteur arrière qui va s'ajouter de ce côté-là. Mais c'est encore en cours de développement. Et puis, les Coréens sont très forts là-dessus. Hein. Ils travaillent d'abord sur un modèle, puis là, tout de suite, ils vont le mettre en production. Par la suite, ils vont ajouter des variantes. Ça va être le cas, justement, pour le EV3. Et la concurrence de ce véhicule-là ici, ça va être le Volvo EX30 quand il va arriver. Oui, autre qu'on attend. Oui, exactement. Aussi peut-être Chevrolet Equinox EV. Et puis évidemment, du côté des autres marchés, il y a des VUS à motorisation de marques chinoises là, qui sont la concurrence de ce véhicule-là. 2 batteries qui sont proposées sur ce véhicule-là à l'heure actuelle en Corée, donc 58,3 kWh ou 81,4 kWh. Donc, on pense qu'ici au Canada, quand ça va arriver en 2026, ça va probablement être
avec la grosse batterie. Et peut-être aussi, évidemment, une version à 2 moteurs, là, parce que c'est vraiment ça que notre marché recherche. Par contre, il serait tout à fait possible que Kia décide de commercialiser aussi une version du EV3 avec la plus petite batterie et peut-être un moteur unique à l'avant, de façon à avoir un prix plancher, si on veut, qui permettrait de se qualifier pour certaines subventions. Lesquelles seront-elles à ce moment-là, on ne le sait pas, parce que c'est en 2026, ça risque de changer. Mais toujours est-il que quand on regarde ce véhicule-là, et surtout aussi l'intérieur de ce véhicule-là, on voit que la planche de bord, là, c'est la dalle numérique, là, c'est exactement la même que le EV9. Ouais. Et les matériaux qui sont utilisés dans l'habitacle, il y a beaucoup de matériaux recyclés aussi, mais ce que l'on voit, là, c'est que c'est un véhicule qui donne vraiment l'impression d'être plus haut de gamme. Et donc, si le prix est bon... C'est ce que j'aime chez les constructeurs coréens en ce moment. On peut souligner ça, là, la qualité de l'assemblage des habitacles. Là, vraiment, c'est vraiment amélioré. Là. Mais c'est surtout aussi cette dalle numérique, là, cette grande dalle que tu vois avec les 2 écrans de 12,3 pouces. Et aussi, ce qui est intéressant aussi sur le plan technique, bon, il y a pour l'habitacle, il y a une tablette coulissante là, qui te permet, par exemple, de déposer un ordinateur portable si tu veux travailler quand tu es arrêté ou manger ton lunch ou peu importe. Compartiment de recharge par induction pour ton téléphone cellulaire. Mais aussi plusieurs innovations sur le plan technique sur ce véhicule-là, comme par exemple le freinage régénératif. Ce véhicule-là permet la conduite à une seule pédale avec 3 niveaux d'intensité. Donc, ça te permet, par exemple, d'avoir le niveau le plus intense là, de freinage régénératif pour la conduite urbaine. Mais par contre, tu peux adopter un niveau qui est moins élevé quand tu es sur l'autoroute. Quand tu as des passagers aussi. Exactement, pas avoir ce sentiment de chaise berçante à chaque fois que tu lèves le pied de l'accélérateur. Et ce système-là fonctionne même en marche arrière, ce qui est assez intéressant. Ça, je connais. Et il y a aussi un nouveau mode qui s'appelle le SRS pour Smart Regen System. Et là, à ce moment-là, la voiture tient compte de la distance avec le véhicule qui précède, tient compte aussi des panneaux d'indication de vitesse et va ajuster le freinage régénératif en fonction de l'environnement dans lequel le véhicule évolue. Et il est particulièrement efficace. Pour l'avoir essayé là-bas, là, où la circulation est très, très dense, je peux dire que c'est vraiment, sur le plan de la calibration, là, c'est vraiment une belle réussite. C'est la clé un peu, hein, la régénération comme ça, parce que justement, si on a une puissance de recharge que j'ai regardé, pas si pire que ça, 130 kW, on dit sur cette plateforme-là qui est partagée par Hyundai et Kia, qu'on peut atteindre des fois 225. Moi, j'ai déjà eu 225, 230 avec un GV60 de Genesis. 130 sur une borne, que la majorité des bornes au Québec sont 50 kW ou 100 kW. C'est quand même assez rapide. Puis là, s'il y a un système de freinage régénératif qui est quand même assez efficace, mais là, ça ne devrait pas consommer beaucoup non plus. C'est ça. Notre consommation, là, c'était 16,9 kWh au 100 km, ce qui est quand même très bon pour un véhicule de cette taille-là, de ce gabarit-là. Pour te donner une idée, quand on est parti, là, on avait 95 % de charge, puis l'autonomie affichée, c'était 593 km. Bon, évidemment, on ne fera pas nécessairement ça, 500, mais il y a fort à parier qu'on va faire plus que 500. Et moi, je pense qu'avec la grosse batterie, on va être facilement dans les 530, peut-être même plus, pour ce qui est d'autonomie. Puis là, ça commence à être une autonomie qui est très, très convaincante. Au chapitre de la conduite, comment tu as trouvé ça, c'est comme un VUS électrique. C'est pas... Bon, évidemment, on a conduit la version à un seul moteur, donc encore une fois, c'est 201 chevaux, 209 livres-pieds de couple. C'est standard. C'est assez... Tu peux même faire patiner les roues là, si tu écrasais l'accélérateur au fond à partir de 0. Mais, toujours est-il, bon, c'est pas une voiture sport. Ça a été vraiment conçu de façon à optimiser l'autonomie et aussi le confort. C'est un véhicule qui est extrêmement silencieux aussi. Même à vitesse d'autoroute. Là. Absolument. Mais là, on parle de pas performance. Et la grosse question, c'est combien ça va coûter. Ah, c'est vrai. Il faut bien le savoir parce que c'est la question qu'on va nous poser. Exactement. Alors là, lors de l'annonce, lorsqu'ils ont présenté ce véhicule-là, le président-chef de la direction de Hyundai parlait d'un prix qui allait osciller entre 35 000 et 50 000 $ américains. Maintenant, ça dépend évidemment des motorisations. Et quand il va arriver en 2026. Et c'est 35 000 $ américains, on peut penser à 42 000 peut-être comme prix de base, prix de départ, peut-être pour la version avec la petite batterie avec un seul moteur. Encore une fois, on ignore encore une fois ce que Kia va
proposé comme modèle ici, quelle batterie, quelle motorisation, tout ça, et quel prix. Mais si le prix est bon et s'ils sont aussi agressifs au niveau du prix qu'ils l'ont été avec le EV9, ça va être un gros succès. Oui, puis chez Kia, on a assemblé le EV9 selon la tarification avec un prix de base qui était admissible aux subventions, puis des gros ensembles d'options qui peuvent aller jusqu'à 14-15 000 puis ça, c'était très intelligent comme stratégie parce que justement, tous les EV9 se qualifiaient à partir de ce moment-là. Alors, s'ils font la même chose avec le V3, ça devrait marcher. Ouais. Dans un tout autre registre, toujours dans un autre registre, tu as conduit un véhicule, si tu n'as pas trouvé le V3 très performant, tu es allé du côté de chez Audi également pour conduire un véhicule que je pense qui est un petit peu plus performant. Oui, effectivement. Donc, on parle ici de la e-tron GT, donc la sportive qui est la proche cousine de la Porsche Taycan. Oui. Alors, on sait qu'il y a eu une mise à niveau de la Porsche Taycan pour 2025. C'est exactement le même scénario qui s'opère du côté de chez Audi. Et donc, de ce côté-là, maintenant, pour 2025, il va y avoir 3 modèles dans cette gamme. Donc, il y a un modèle S e-tron GT, un modèle RS e-tron GT et une RS e-tron GT Performance que j'ai conduit là-bas du côté de Francfort. Juste pour donner une idée, là, c'est 912 chevaux de puissance avec le moteur le modèle Performance. 757 livres-pieds de couple, 0-100, 2,5 secondes. Là, c'est ça, c'est rendu... C'est borderline violent. On met tout, là. Oui, exactement. Et en plus, comme si c'était pas assez, il y a un bouton boost sur le volant. Et ça te donne 95 chevaux de plus pendant 10 secondes. OK. Fait que là, pendant 10 secondes, tu es au-dessus de 1000 chevaux avec cette voiture-là. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont augmenté la capacité de la batterie parce qu'il y a une nouvelle chimie de batterie pour cette voiture-là. Donc, on parle de 105 kWh de capacité totale, 97 utilisables. Et aussi une recharge qui est plus rapide sur niveau 3 parce que la voiture peut accepter jusqu'à 320 kW de débit quand tu la branches. Moi, j'avais essayé de la charger sur une borne d'Electrify Canada qui était 350 kW. Puis, on a chargé à 280 là, et c'était impressionnant parce que quasiment vide, arrêter, aller aux toilettes au Canadian Tire, regarder acheter quelque chose, puis revenir, puis c'était... on était prête avec un 85 % de batterie. Là. On l'a rechargé, cette voiture-là, et quand on l'a branché, là, c'était 320 kW dès le départ. Et quand la batterie a atteint 65 % de sa capacité de charge, là, le débit a baissé à 200. Mais c'est quand même... Donc, ça te permet de faire de 10 % à 80 % de charge en 18 minutes seulement. C'est 3 fois plus rapide là, qu'un véhicule électrique. Pour ce qui est de l'autonomie, évidemment, quand on est parti, 95 % de batterie, 464 km d'autonomie affichée. Notre consommation, ça a été 27,6 kWh au 100 km. Mais ça, c'est parce qu'on était en Allemagne et qu'on roulait des fois sur des autobahns où il n'y avait pas de limite de vitesse, où je roulais à 235, 240. Puis ça gruge, beaucoup de la batterie. Là, puis le reste, on était sur des routes sinueuses. Là, fait qu'on n'a pas ménagé du tout la motorisation. Là. Et quand même, 27,6, tu me dis c'est beaucoup, mais c'est une voiture pour assez la conduite que tu y as donnée. L'autre truc qui est cool avec cette voiture-là, c'est qu'ils ont développé une nouvelle suspension active hydraulique. Oui. Donc, c'est pas une suspension pneumatique. Bon, la suspension de base, là, c'est une suspension pneumatique adaptative, mais en option, tu peux avoir la fameuse suspension hydraulique active. Et ça, ce que ça permet, c'est assez flyé comme système parce que lorsqu'on accélère très fortement, la suspension va lever le train arrière de 22 mm pour compenser pour l'affaissement de l'arrière, le transfert de poids. Wow. L'inverse au freinage, elle va soulever l'avant de 22 mm quand tu freines fort pour garder la voiture plate. Et ça réduit presque à néant le roulis en virage. Ils ont gardé quand même un peu de roulis dans les virages parce que si tu les limites, exactement, tu ne sais pas où est la limite. Donc ça, c'est assez
performant là, comme suspension. Wow. Et c'est en plus, en prime, chaque fois que tu actionnes une poignée de portière, la voiture se soulève de 77 mm, juste pour que ce soit plus facile d'entrer et de descendre, de monter à bord et de descendre de la voiture. Ça doit être une option assez dispendieuse. Ça, on le sait pas. C'est ça l'autre affaire, c'est qu'on n'a pas les prix, encore une fois. Okay. On s'attend, comme toujours avec Audi, que les prix vont être élevés, non seulement pour le modèle, le prix de départ, mais aussi le prix des options. Okay. Alors, mais tout ça, ça va être confirmé parce que ces voitures-là vont arriver au premier trimestre de 2025 en tant que modèle 2025. Okay. Donc, encore une fois, une gamme qui va composer de 3 modèles là, pour la sportive électrique de Audi. Fort intéressant, encore une fois, comme véhicule. Merci tout le monde d'avoir été avec nous au Guide de l'Auto. On va se revoir la semaine prochaine avec d'autres actualités et d'autres essais. Merci tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.